Récits de l'Orient-Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. À Lorient, il y a vraiment tout au même endroit. Il y a un écosystème qui s'est créé avec plein d'équipes, avec plein de fournisseurs, avec un port qui nous accueille. Donc ça fait que quand on veut gérer un projet voile, on peut tout gérer sans quitter Lorient. Et ça n'existe pas ailleurs au monde. Épisode 4. Sam Goodchild, objectif Vendée Globe, à Lorient-la-Base. Depuis 10 ans, Lorient-la-Base s'est imposé comme le lieu incontournable de la course au large. À ce jour, 122 équipes et skippers ont décidé d'en faire leur port d'attache. Vous pouvez compter parmi eux de grands noms de la voile, Franck Hamas, Armelle Lecléache, Isabelle Joschke, Samantha Davis ou encore Thomas Coville. Toutes et tous participent aux courses les plus réputées. Certaines partent même de Lorient, comme la Volvo Ocean Race ou encore la course solitaire du Figaro. Pour Lorient-la-Base, les retombées économiques locales s'élèvent aujourd'hui à 35 millions d'euros par an. Et c'est donc là que nous retrouvons Sam Goodchild, dans le nouveau bâtiment TR Racing. TR, c'est pour Thomas Ruyant. Lui aussi est skipper, il a même gagné la Route du Rhum en 2022. Alors ça peut paraître un peu étrange que deux personnes en compétition sur l'eau partagent les mêmes ateliers, mais eux font le pari du collectif. Moi, je suis Sam Goodchild, je suis anglais, donc d'origine anglaise. J'étais né là-bas et maintenant, ça fait presque une dizaine d'années que je suis installé à Lorient. Je suis skipper sur un bateau qui s'appelle For the Planet, qui est une classe IMOCA qu'on prépare pour le Vendée Globe 2024 ici à Lorient-la-Base. Voilà. Donc là, on est au 10e étage sur une espèce de mezzanine, on appelle ça. Donc c'est mezzanine de stockage. Par contre, on est tout en haut de l'hangar, donc on voit les deux bateaux devant nous. Et donc en chantier avec pas mal de gens qui travaillent autour sur le composite, sur le système, sur pas mal de choses. Pour Sam Goodchild, l'année 2023 est un sans faute. 3e au défi Azimut Lorient Agglo, 3e à la Transat Jacques Vabre, 3e au retour à la base. Et ce palmarès le conduit à être premier de sa classe, celle des IMOCA, ces bateaux monocoques de 18 mètres. Ces bateaux sont conçus pour un objectif, le Vendée Globe. Depuis ses 15 ans, cet objectif est aussi celui de Sam Goodchild. Et pour cela, il s'entraîne sans relâche et enchaîne les navigations en équipage et en solitaire. Sa dernière course en date, retour à la base, l'occasion de boucler une traversée de l'Atlantique en solitaire. Déjà, il faut dire que c'était pas la première fois que j'ai quitté le printemps pour traverser l'Atlantique en solitaire. J'avais déjà pris le départ de 2 routes de Rhum. Il y a un qui a fini avec une dématage, le deuxième qui a fini avec une blessure. J'ai pris une manivelle de winch et j'ai une cicatrice à côté de l'œil grâce à ça. Donc, j'ai parti, je pense que c'était la 3e fois que je suis parti pour faire un transat tout seul. Donc, j'ai pas senti une peur plus que ça. Et en plus que ça, les transats dans l'autre sens, en partant des Antilles, c'est quand même un peu plus simple parce qu'on part dans des conditions un peu plus clémentes plutôt que partir dans la Bretagne en novembre où on va forcément prendre une tempête assez tôt. Donc là, on monte à bord. On va laisser la place pour les gens qui veulent passer et travailler. Donc oui, comme on disait, il y a quasiment tout le bateau qui était démonté en décembre. Et là, ils sont pas remontés dans tout ce qui est poulie, tout ce qui est... Aujourd'hui, on a des foils. Donc l'avantage de foils, c'est qu'on va plus vite. Le désavantage de foils, c'est qu'on a des bateaux qui vont plus vite, justement. Donc quand on tape dans les vagues, quand on commence à accélérer, ça fait que c'est beaucoup moins confort à bord. Et donc, nous, par exemple, cette chantier d'hiver à 9 mois du Vendée Globe, notre priorité, moi, c'est de faire en sorte que le bateau soit plus confortable à vivre parce que on dit que la performance va venir par là.
Donc c'est des bateaux qui sont vraiment pas évidents à vivre à bord. On est dans un espace très petit, il y a beaucoup de bruit. En fait, le son, ils viennent de partout. Antoine, mon co-skipper pour la Transatlantic Vab, il a mesuré le son. On est assez régulièrement à plus de 100 décibels de son dans le bateau. Et ça, c'est le vague qui tape sur le bateau, l'eau qui coule sous la coque, le vague qui casse sur le pont et qui découle derrière. Il y a les foils, tous les appanisses, la quille, les foils, le safran qui sifflent dans l'eau avec une vibration plus ou moins forte. Puis il y a tous les systèmes à bord, les winches, les poulies qui peuvent grincer, qui peuvent faire un peu de bruit. Après, on s'en sert de ces bruits-là aussi pour écouter le bateau et voir quand il y a un changement, qu'il se passe quelque chose. Et si on est tout seul, il faut dormir à un moment donné. Donc, il faut quand même laisser le bateau tout seul aussi. Le plus grand peur, entre guillemets, c'est des soucis techniques. Après, il y a le plus grand peur, c'est de tomber à l'eau. Il faut essayer de ne pas tomber à l'eau, surtout quand on est tout seul. Mais il faut être sûr qu'on ne prend pas de risques niveau technique parce que c'est sûr que la plupart de Vendée Globe, il finit avec une casse technique. La première édition du Vendée Globe date de 1989, l'année de naissance de Sam Goodchild. 13 marins s'élancent pour ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. 35 ans plus tard, les règles n'ont pas changé, mais le nombre de bateaux au départ a bien augmenté. En novembre prochain, ils seront 40 sur la ligne du départ. D'ailleurs, un tiers des compétiteurs du dernier Vendée Globe se trouvent à Lorient-la-Base. J'ai découvert le Vendée Globe en lisant le magazine de mon père à la maison et j'ai dit j'ai envie de faire ça. Je pense que la réponse était ça va être compliqué et j'aime bien le défi, donc j'ai dit ok, j'accepte et j'ai pas lâché l'affaire encore. Moi j'ai grandi sur un bateau, donc de quelques semaines, quelques mois jusqu'à en gros mes 11 ans, j'ai passé la plupart de ma vie sur un bateau. Mais mes premiers souvenirs, c'était pas du tout la course, pas du tout le bateau comme laquelle je navigue aujourd'hui, mais plutôt une façon de vivre. On a passé beaucoup de temps aux Antilles. Il fallait que mes parents ils travaillent quand même pour gagner leur vie. Ils n'avaient pas des énormes épargnes, donc voilà, on n'était pas toujours sur le même île et on changeait d'île un peu comme ça se passait, soit avec le travail, soit avec l'école quand on faisait soit sur le bateau, soit sur des écoles, sur des îles pendant quelques mois. À cet âge-là, on se rend pas compte. Pour moi, c'était normal. Je connaissais pas autre chose. Donc là, j'ai appris à naviguer de mon père parce que on voyageait, on déplaçait quand même pas trop mal avec le bateau. Et puis la course en lui-même, j'ai appris plus tard, plutôt vers 15 ans, quand j'ai revenu en Angleterre pour mes études. J'ai passé 3 ans et demi à l'internat. J'étais dans un internat qui était très loin de la mer, à 2 heures en voiture et à 14, 15 ans, quand j'avais commencé le terrain, j'avais pas de voiture et je n'avais pas de famille parce qu'ils étaient toujours aux Antilles. Donc, je me suis un peu débrouillé tout seul. C'était pas simple de prendre mon vélo et faire 1 heure de vélo pour aller faire de la voile. Donc, le premier week-end, j'ai pris mon vélo, j'ai arrivé au club de voile en disant, j'y connais personne, j'y connais rien, j'ai pas de bateau, mais j'ai envie de naviguer. Et c'est vite, en fait, pour 5 euros, on peut vous louer une combinaison et on peut faire 2 heures sans bateau. Et puis, j'ai fait ça, j'ai rencontré des gens qui disaient, en fait, il sait naviguer, il a l'air sympa, on va parler un peu plus avec lui. Quand on regarde mon père et moi, on n'a pas du tout la même vision sur la voile. Lui, c'était vraiment sa manière de vivre. Et moi, je vois ça comme une compétition, comme un sport. Peut-être c'est le fait d'être un enfant de milieu avec une grande sœur, un petit frère qui a voulu que je voulais être un peu plus compétitif que d'autres. Mais voilà, c'est quelque chose qui me motive et que j'aime bien, cette quête à la performance. Voilà. Et là, par exemple, on a une alarme. On a pas mal d'alarmes à bord. Donc ça, par exemple, c'est des lumières qui clignotent. Donc, vu qu'il y a beaucoup de bruit à bord, parfois on ne l'entend pas si fort que ça. Donc on a des lumières qui clignotent. Ça, c'est une enceinte qui fait du bruit. Donc on a des alarmes qu'on peut mettre sur tous les capteurs de bord. Donc le vent, le cap de bateau, la vitesse de bateau, tout ce qu'on veut. On a un autre qui est juste un chronomètre pour nous réveiller après 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Comme on veut. Il y a celui qui est en tête de main avec les caméras. Il y a des alarmes structurelles. Il y a des alarmes ici qui est pour l'eau qui entre dans le bateau. Si jamais il y a l'eau qui entre, on a un capteur qui dit à l'eau qui est dans le bateau quelque part. On a 6 capteurs à l'avant, à l'arrière et au milieu. Donc, qui dit il faut aller regarder dans cette zone-là. Est-ce que c'est un verre d'eau? Est-ce que il manque un morceau de bateau et c'est assez grave? Voilà. Au moins, ça nous signale qu'il y a quelque chose à voir. Quand on part à mettre des plages très petites et puis à faire une mesure, on l'ouvre parce que ça commence à être fatigant. Mais il y en a toujours des alarmes. Après, il y en a qui sont très inquiétants où on agit tout de suite. Il y en a d'autres
qui c'est un peu la quotidien, on va dire. La première fois que je viens à Lorient, c'était de ramener un Figaro en convoyage hors compétition de l'Angleterre jusqu'à la France. Et donc, j'ai mis mes pieds pour la première fois à Lorient à ce moment-là. C'était en 2009, je crois. L'architecture allemande de base de 6 mois, c'est assez impressionnant. Et puis, en fait, on regarde autour, sur les pontons, à terre, il y a des projets hyper passionnants et intéressants de partout. Si c'est les 3 ultimes qui sont au ponton, si c'est tous les IMOCA, la classe 40, les mini, il y a un peu tout. Donc, à Lorient, il y a vraiment tout au même endroit. Il y a un écosystème qui s'est créé avec plein d'équipes, avec plein de fournisseurs, avec un port qui nous accueille. Donc, ça fait que quand on veut gérer un projet voile, on peut tout gérer sans quitter Lorient. Et ça n'existe pas ailleurs au monde. Normalement, on voit un bateau de course et on est assez impressionné sur un ponton en Angleterre ou autre. Et puis là, on vient ici, il y a des dizaines et des dizaines. Donc, c'est quand même assez impressionnant et c'est motivant. Je pense qu'on est pas mal à commencer à se poser la question de ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi et comment. Et encore plus quand on a des enfants, on commence à dire on veut laisser quoi comme image de notre monde, image de de ce qu'on fait et comment on prend nos décisions. Donc, et forcément, ça tourne beaucoup autour de l'environnement et l'humain aussi. Vous vous souvenez, au tout début de cet épisode, quand nous étions sur la mezzanine de TR Racing, Sam Goodchild nous a parlé de 2 bateaux en chantier. Vous vous souvenez aussi que lui et Thomas Ruyant, l'autre skipper de TR Racing, ont fait le pari du collectif. Et ils ont donc fait le choix que leurs 2 bateaux naviguent sous le même nom, Vulnérable. Alors, contrairement au sponsoring classique, un sponsor finance un skipper, Vulnérable fédère un collectif d'acteurs et d'actrices engagés pour des causes sociales et écologiques. Ça fait du bien de mettre un peu plus de sens derrière nos projets. On ne va pas changer le monde, je ne vais pas essayer de dire ça, mais au moins avoir un impact le plus positif que possible sur des gens ou sur la planète et sur le message qu'on peut partager et donner aux gens autour de nous. Comme à chaque épisode, pour en savoir plus sur ce qu'aiment nos invités à Lorient Bretagne Sud, c'est le moment du tac au tac. Votre endroit préféré? Je pense que je vais te dire la plage des Carpap, parce que c'est là où on faisait des kites avec des copains et on allait avec nos familles. Et puis c'est une plage où on peut un peu tout faire et un joli vue sur Goa aussi. Donc voilà. Un voisin ou une voisine dont il faudrait plus entendre parler? C'est dur, honnêtement, c'est dur à dire, mais parce qu'il y a plein. En fait, ce qui est hyper intéressant à Lorient, c'est que le plus qu'on creuse, le plus de types de gens qu'on connaît. Je pense à un voisin, littéralement un voisin on a déménagé, mais qui travaille au centre des Carpap. Ce voisin est Jean-Paul Depart, ancien ingénieur au centre de rééducation Carpap à Pleumeur. Avant de partir à la retraite, il a été très actif dans le projet Cowork It. Ces 3 dernières lettres, HIT, sont pour Handicap, Innovation, Territoire. Cowork It est un centre d'innovation, d'expertise et de moyens. Comprenez derrière ça qu'il accompagne des personnes, entreprises privées ou start-up, ayant un projet pour améliorer l'autonomie des personnes handicapées. Et ce, dans tous les aspects de leur vie, de la pratique sportive à l'accès aux jeux vidéo. Votre plat local préféré? Peut-être le plus local, c'est nous, donc on mange des appertisés en mer. Et on a un plat qui est fait par Nomad's Kitchen, qui est pas très loin. Je pense qu'elle est basée, la dame elle est basée à Lettrines chez Sommer. Elle fait un loto carigos qu'on met avec des riz et qui est très très bon. Même si bon que parfois on le voit disparaître de nos stockages avec l'équipe technique qui le prend pour le week-end. Le carigos a été inventé au 19e siècle par Monsieur Gosse, un pharmacien apothicaire lorientais. C'est un mélange de 10 épices. On y trouve entre autres du gingembre, du curcuma, du cumin ou encore du fenugrec. Et il a pu être inventé grâce à l'importation d'épices de la Compagnie des Indes, la compagnie de commerce maritime autour de laquelle l'Orient a été construite. Aujourd'hui, le carigos est encore vendu dans les pharmacies et il accompagne évidemment les plats de poisson à la carte de nombreux restaurants lorientais. Un son associé au territoire. Un son, tout de suite, ça me fait penser aux mouettes de la base. Il y a des mouettes et il y a ma fille qui parle des mouettes de la base. Donc, elle va aller au parc de la base et écouter les mouettes de la base. Et quand elle était jeune, chaque fois elle entendait mouette de n'importe où, c'était toujours mouette de la base. Donc,
Alors malheureusement, les mouettes de la base ne sont pas une nouvelle espèce découverte à Lorient. Il s'agit même en réalité de 3 espèces différentes. Le goéland argenté, le goéland brun et le goéland marin. 3 espèces qui sont protégées. Un observatoire a même été installé sur le toit du bloc K3, l'ancienne base de sous-marins. Une activité que vous aimez bien pratiquer? J'adore beaucoup le kite. Et surtout l'été, on peut aller se balader pas mal le long de la côte. On est allé jusqu'en Finistère en partant de l'Armor-Plage. On est allé jusqu'au Etel. On a fait le tour de Gouin. Et ça, c'est génial pour pouvoir voir le terre et la côte de ces sens-là qui est pas en travail et on est quand même très proche et on va très vite et on peut couvrir pas mal de chemins. Donc, c'est super. La saison où vous profitez le plus de vivre ici? Moi, je suis plutôt quelqu'un d'été, mais j'ai grandi aux Antilles, donc quand c'est chaud et beau et on peut passer notre vie dehors, c'est parfait. Et enfin, pour se quitter en musique, un groupe local à nous faire écouter. En fait, j'écoute très peu de musique. Je vais avoir de mal à dire un groupe local. Eh bien, dans ce cas, nous vous proposons de découvrir une chanteuse locale, Cécile A. Et on termine cet épisode avec sa chanson Croire, dont le clip a été tourné à Lorient, Lanester et l'Armor-Plage. Récit de Lorient, Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. Et si l'on était prêt à tout écrire, à tout imaginer, à rêver le meilleur et se dire que l'on peut tout changer, serait-on ceux qui lisent l'avenir, serait-on ceux qui rêvent plein feu, mais qui étions-nous avant d'avoir et qui croient? Et si l'on pouvait enfin se le dire, il est urgent d'oser lâcher toutes ses peurs et puis s'offrir l'enfer et l'éternité.